C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les malades bien soignés, comme j'ai appris à les soigner, mouraient bien jeunes et dans beaucoup de souffrance. Et après en avoir perdu 3, bien soignés, comme on l'entend classiquement, 34 ans, 25 ans, 44 ans, je me suis dit que si le Créateur existait, il ne pouvait pas avoir voulu que ces créatures souffrent autant que je souffrais et voyaient souffrir autour de moi. Et j'ai cherché, je me suis dit qu'il devait y avoir autre chose. Et quand on cherche, on trouve. Et j'ai rencontré un jour quelqu'un qui m'a dit, mais évidemment, il y a 2 façons de vivre, le bon sens et l'autre. Il y a 2 médecines, une médecine de maladie, une médecine de santé. Il faut savoir laquelle on choisit. Ah, médecine de maladie, médecine de santé. Et j'ai évidemment expérimenté très rapidement et je me suis rendu compte qu'il y avait évidemment, exactement, une médecine de santé telle qu'Hippocrate l'a préconisée. N'a-t-il pas dit aux malades que l'aliment soit ton seul remède et demandé aux médecins de guérir sans nuire? Et je pense avoir retrouvé la véritable médecine hippocratique, celle qui devrait permettre à tout le monde d'être en parfaite santé. Alors, la naturopathie, à l'heure actuelle, je n'ose pas parler de naturopathie parce qu'il y a des écoles de naturopathie de tous les côtés et je vois qu'il est enseigné des choses auxquelles je ne peux pas adhérer. Mais la médecine antique chinoise, où le médecin était payé au nombre de bien portants et devait soigner gratuitement les personnes qu'il n'avait pas su éviter d'être malades. Ça, c'est de la vraie médecine. Mais la nature a tout donné aux hommes pour qu'ils soient en parfaite santé, heureux de vivre. Et qu'est-ce que c'est que la santé exactement? Eh bien, on sait très bien que notre corps est construit de cellules. 1/3 de notre poids est créé et fabriqué de cellules. Et 2/3 de notre poids sont des liquides. Sur un corps de 60 kg, il y a 40 litres de liquide, dont 5 litres de sang, et 20 kg de cellules. Donc, quand un être est en bonne santé, il est forcément relié à la longueur d'onde la plus élevée, celle de la vie. Tout est onde, on ne peut plus le nier maintenant. On fonctionne de tous côtés avec des appareils qui nous permettent de capter des ondes. Et je rêve du jour où on aura un appareil qui nous permettra de savoir à quelle longueur d'onde on est réellement, parce que c'est aussi précis. Et nos pensées, nos sentiments, notre état de conscience dépendent absolument de la longueur d'onde à laquelle nos cellules peuvent se relier. Si elles sont bien oxygénées, bien alimentées, et qu'elles baignent dans un milieu au moins propre, à défaut d'être pur, parce que sur 60 kg, il y a 5 litres de sang, 35 litres de liquide, ces fameux liquides que les anciens appelaient les humeurs. Et nos cellules baignent, prennent leur nourriture dans ces humeurs, digèrent et font pipi caca. Les résidus métaboliques sont dans ces humeurs. Et lorsque ces humeurs sont propres, évidemment, nous pouvons capter des fréquences plus élevées. Lorsqu'elles sont saturées de résidus, eh bien, nous captons ce que nous pouvons et évidemment, nous captons toutes les émissions qui sont véhiculées sur la longueur d'onde que nous pouvons atteindre. Alors, tout est onde. Et l'intelligence universelle véhicule ses états de conscience, ses sentiments, ses idées sur les longueurs d'onde les plus élevées, les fréquences les plus élevées. Mais plus nous sommes empoisonnés, carencés, moins nous pouvons atteindre ces présences que les animaux sauvages atteignent, eux. Seulement les animaux sauvages, ils ont toujours respecté les lois de la vie. Ils ont toujours mangé exactement ce qui leur était dit de manger. L'information arrivait. Nous, on a... Pourquoi l'avons-nous fait? Ça, c'est un grand mystère.
mais apparemment nous avons tous appris qu'au départ, l'homme était cueilleur, et qu'à un moment, il est devenu cueilleur-chasseur. Alors on a dit que c'est à ce moment-là qu'il est devenu plus intelligent. Permettez-moi de remettre les choses en place. Au départ, l'homme était cueilleur. Pourquoi? Il semblerait que la Terre était beaucoup plus ensoleillée et que les tropiques s'étendaient d'une façon beaucoup plus large. Et il y a eu l'Atlantide, un continent qui est passé sous les mers, il y a eu la séparation de l'Amérique et de l'Afrique, la séparation des continents. Tout cela, ça a dû créer un choc énorme à la Terre qui, en basculant, a été beaucoup moins ensoleillé. Il est resté du soleil sur l'équateur et les tropiques tout le long de l'année, mais les autres ont découvert le froid. Et en découvrant le froid, évidemment, il y a eu moins d'arbres fruitiers, donc moins de nourriture normale pour les hommes, parce que nous sommes cueilleurs, et si nous étions lâchés dans la nature, sous les tropiques par exemple, la première chose que l'on pourrait manger, on n'a pas d'outils, on n'a rien, on n'a que nous-mêmes. Comme toutes les espèces de la création, elles se nourrissent par leurs propres moyens, instinctivement. Instinctivement, on mangerait d'abord des fruits, avant même des légumes, avant même des plantes et des racines. La première chose qu'on cueillerait, c'est des fruits. Et nous avons évidemment un système digestif de frugivores, avec des intestins très longs, des petits reins très faibles. Le carnivore a des intestins très courts, des reins très puissants, et lui peut éliminer l'acide urique produit par toute digestion carnée. Et si on était carnivore, eh bien comme tous les carnivores de la Terre, on pourrait attraper notre proie et mordre dedans, et sentir son sang tiède couler dans notre bouche. Est-ce que vous êtes capable d'attraper un cochon, un bœuf, un cheval, un mouton, un lapin, lui tordre le cou et mordre dedans? Pas vraiment, non. Bon, eh bien, moi je pense que si on était carnivore, on pourrait le faire. Ah oui, sûrement. Bah, les lions le font, oui. Ce n'est pas notre nourriture. Alors voilà ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où l'homme a découvert le froid, il n'avait plus de fruits qui lui apportent l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre et du soleil, l'énergie de la vie, qui se digère facilement et qui lui donne l'énergie, c'est le carburant essentiel, c'est l'électricité de notre corps. Et comme on n'a plus cette énergie, comme les hommes n'ont plus cette énergie parce qu'il n'y avait plus de fruits, eh bien ils ont découvert le froid, ils ont découvert le feu, ils ont cuit ce qu'ils pouvaient. Et comme ils n'avaient pas suffisamment d'énergie, ils ont dû tuer les animaux pour avoir la leur. Seulement nous ne sommes pas carnivores. Et à partir de là, cette petite chose apparemment si habituelle et si banale, eh bien en mangeant du cadavre comme on l'a fait, notre corps n'a pas pu éliminer l'acide urique produit par toute digestion carnée, parce que si vous allez derrière un cirque ou une ménagerie, et que vous respirez l'odeur de l'urine des fauves, vous verrez que ça sent très fort, c'est très ammoniaqué, c'est pratiquement irrespirable, parce que les fauves éliminent à travers l'urine l'acide urique que nous ne pouvons pas éliminer et que nous gardons dans nos humeurs, sous forme de minuscules petits sels, minuscules petits sables, que le sang va déposer dans tous les ralentissements de sa circulation, dans les articulations, entre les vertèbres, dans les poches, dans les glandes. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cet acide urique dans nos humeurs? Eh bien, on a fait toutes les colères, toutes les violences, toutes les maladies douloureuses et toutes les guerres. Pourquoi? Parce que quand notre corps veut éliminer ces petits cristaux, le corps c'est un laboratoire extraordinaire. Moi, je suis ébloui et tous les jours je suis à genoux devant cette perfection intelligente qui est la vie et qui a créé ces petites cellules pour faire toutes les espèces de la création. Donc, un corps fonctionne, il est guidé. Et là, il reçoit les informations de l'univers. Mais il reçoit les informations véhiculées sur la longueur d'onde qu'il peut atteindre.
Et quand le corps, quand les humeurs sont bien empoisonnées, quand le corps est carencé, les cellules sont carencées parce qu'elles ne reçoivent pas les éléments dont elles ont besoin, comment se nourrit-on? On se nourrit de viande. Mais avec la viande, il faut quoi? Il faut l'alcool. On se nourrit de fromage. Avec le fromage, il faut du vin. Il faut des aliments morts, parce que de la viande, c'est quand même un bout de cadavre, que vous le vouliez ou non. En plus, il est cuit, la plupart du temps. Ça fait 2 fois mort. Bon, si vous voulez faire de la vie avec ça, mais on va faire de l'excitation. C'est vrai. Et l'excitation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai une petite image. Vous avez 2 chevaux fatigués. Au premier, vous donnez de l'eau, de l'avoine, une litière. Il boit, il mange, il dort. Le lendemain, il peut repartir. Il a reconstruit son énergie. Au deuxième, tout aussi fatigué, vous ne donnez ni eau, ni avoine, ni litière, et vous voulez qu'il reparte sur le champ. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez un coup de cravache, un coup de bâton, et sous l'influence de la douleur, son système glandulaire va puiser dans ses réserves l'énergie nécessaire pour repartir. C'est ça un excitant. Il va puiser dans nos réserves l'énergie qu'il semble nous donner, que ce soit de l'alcool, que ce soit du café, que ce soit du thé, que ce soit du sucre industriel. Et avec ça, on fait quoi? Eh bien, quand on a fini, quand on a épuisé nos réserves, on déprime. C'est la dépression. Obligatoire. Et c'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous avons tant de jeunes qui se suicident. Parce que nourris d'aliments morts comme ils le sont. Comment ça commence? Au lieu de donner le lait des mamans à leurs bébés, lorsque j'étais enfant, j'avais 12 ans, à l'école primaire, on enseignait que le biberon de lait de vache était plus hygiénique que le sein maternel, que en donnant, n'importe qui pouvait donner le biberon de lait de vache à un bébé, ça laisserait du temps libre à la maman. Et troisièmement, que les femmes qui nourriraient leur bébé au biberon de lait de vache n'auraient jamais les seins tombants et abîmés. On instruisait des enfants de 12 ans, des fillettes dont je faisais partie. Cette leçon m'est restée. C'est incroyable, là, ça. Et on a commencé à découvrir la souffrance, la douleur, la maladie, les colères. Et c'est ça que vous appelez la fréquence basse? Oui. Ben oui, on marche à l'envers. Et j'ai remarqué vraiment qu'on marchait à l'envers. Tout ça, c'est des informations que j'ai observées. J'ai pas appris. Personne ne m'a appris ça. Mais 60 ans de pratique, ça m'a permis de comprendre des choses. J'étais toujours en recherche. Mais je crois qu'on vient au monde avec une mission, quelque part. C'est ça. Et lorsque j'avais 12 ans, normalement, je devais entrer en 6e à la rentrée suivante, parce que je voulais être médecin. Et là, il y avait un examen pour entrer en 6e, et cet examen, la maîtresse m'avait dit que je devais être la première. C'était le début de la fête des mères. J'avais pas un sou pour faire un cadeau à maman. Et comme la maîtresse m'avait dit que je devais être la première du canton, j'avais dit à maman, je serai la première, ça sera le cadeau que je te fais. Maman était déjà malade, elle fait les 3 kilomètres pour descendre au mois de juillet. Elle se fatigue. Et j'étais pas la première, j'étais pas reçue à cet examen. Ah ouais. C'était la première fois qu'une pareille chose m'arrivait. J'étais honteuse, mortifiée, je pleurais. Et la maîtresse dit, mais c'est pas possible. Étourdie comme elle est, qu'est-ce qu'elle a encore pu faire? Elle va voir les examinatrices, elle revient avec ma rédaction. Et ma rédaction avec un gros 0. À l'époque, on ne disait pas des devoirs de français, on disait rédaction. Ouais. Et la rédaction, c'était, vous allez entrer dans la vie adulte, vous allez choisir un métier, lequel, pourquoi? Et j'avais écrit, je m'en souviens, c'était sorti tout seul, je ne veux pas de métier, je veux être femme, je veux aimer, je veux soigner, je veux guérir. Et j'avais développé. Et l'examinatrice avait dit non, c'est pas un enfant de 12 ans qui a pu écrire ça, elle a mis un 0. Mais intuitivement, ouais.
J'étais tout enfant, je mettais des pesses, je ne peux pas encore dire pièces. Je faisais des pansements aux chiens, aux chats, à mon grand-père, à tout le monde. On a tous quelque chose de particulier à faire sur cette terre. Et moi, ça devait être mon lot. Ah, il était là dès votre naissance. Oh, je crois que oui. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est votre mission de vie, soigner, guérir. Sans doute, oui, c'est ce que je voulais être. Hein. Et évidemment, j'ai pas pu être médecin classique puisque le dernier jour de l'année scolaire, maman est allée voir le médecin du village qui lui a dit repos absolu et suralimentation. On était en 1942, c'était la guerre. Mais on avait tout, jardin, champ, verger, un cochon, une chèvre, des poules, des lapins. Oui, c'est ça. Maman n'était pas sous-alimentée, elle était plutôt suralimentée. Et comme elle n'éliminait rien parce qu'elle était constipée, mais ça on n'en parle jamais, alors il est certain quand vous avalez et que vous n'éliminez pas les résidus de ce que vous avez mangé, qu'est-ce que font ces résidus? Mais ils entrent en état de décomposition, de putréfaction et vous empoisonnent. Et quand les humeurs sont chargées de ces putréfactions, ben vous êtes en fréquence plutôt basse. Et c'est tout un ensemble de choses. Alors on a bien soigné maman. Le médecin passait tous les 2 jours. Et chaque fois qu'il quittait, il venait à la cuisine goûter ce que j'avais préparé. J'avais le livre de cuisine sur la table en permanence pour inventer tout ce que je pouvais. Des gâteaux américains, des cigarettes russes, des crèmes anglaises. C'était la guerre. Et automatiquement, maman ne voulait pas manger. Si j'avais pu lui mettre un entonnoir dans la bouche pour la faire manger, je l'aurais fait. Et de temps en temps, elle en avait marre de mes insistances, elle prenait ce qu'il y avait, elle me barbouillait la figure. Alors, je repartais à la cuisine en pleurant. Ah oui. Qu'est-ce que je vais faire pour la faire manger? Parce qu'elle ne voulait pas manger. Mais non. Et quand elle avait mangé, quand j'avais réussi à la faire manger un peu, elle hurlait de douleur. Parce que quand vous n'êtes pas allé aux toilettes pendant 15 jours, comment voulez-vous être bien? Ah oui, ne pas aller aux toilettes et devoir manger, c'est... C'est l'horreur. Ouais. Mais ça, alors que... généralement, médicalement, on n'en parle pas. Hein? Et là, donc, elle a été bien alimentée pendant 3 ans et demi. Elle a maigri, elle est arrivée à 25 kilos 1 mois avant de mourir. Et je vous dis pas dans quelle souffrance. Voilà, c'était ma première expérience. Et à 15 ans et demi, je devenais maman de mes 4 petits frères et sœurs. Ce qui fait que vous n'avez pas fait les études de médecine que vous vouliez faire. Exactement. D'accord. Ma maîtresse a pleuré et disait non, c'est pas juste, pas elle, pas elle. Et heureusement, ça a été ma chance. Parce que si j'avais fait des études de médecine classique, comme tous les médecins, j'aurais cru ce que j'avais appris. On ne peut pas passer 7 ans de médecine à étudier et à penser qu'on a appris des choses qui ne sont pas vraiment celles de la vie. Qu'est-ce que la faculté apprend aux médecins? À chercher tout ce qui ne va pas. Oui. À mettre des noms très savants dessus. Et à prescrire, quoi? Des examens pour chercher encore. Des médicaments qui rendraient malade un bien portant. Et des opérations. Qu'est-ce qu'un médecin sait faire d'autre? Il n'a pas appris la santé, il a appris le commerce de la maladie. Et je n'ai pas honte de le dire, et je veux le crier très fort, parce que quand je vois les dégâts que l'on fait de cette façon, je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas le supporter. Je suis bien d'accord avec vous. Je regardais les chiffres des bilans de Novartis, par exemple. 4 milliards de recherche et de développement, 41 milliards de marketing. N'est-ce pas? Bayer, 10% de recherche et développement, 40% d'administration et de marketing. Donc c'est malheureusement tragique, c'est devenu un vrai commerce. En même temps, je pense que la médecine allopathique, elle a aussi son intérêt. Mais tout à fait. Je n'ai rien contre. La médecine allopathique, en cas d'urgence, est indispensable. La médecine naturelle, en cas d'urgence, ne va pas faire. Et parfois, je pense qu'il faudra conjuguer les deux médecines, prendre le meilleur partout. C'est ça.
pour aider le malade à refaire sa santé, sur tous les plans. Parce que la vraie santé, c'est d'avoir le cœur heureux, la joie de vivre, des idées claires et créatives, l'énergie pour les réaliser et un corps solide et harmonieux. Et quand on a ça, on a tout. Quel beau programme. Et la maladie, puisqu'on parle de santé, c'est quoi? Le langage des mots est d'une puissance extraordinaire. Si on décompose le mot maladie, ça veut dire qu'on a fait mal à dit non? Oui. Maladie, maladieux, à la vie et à ses lois. Et chaque fois que notre corps, étant donné qu'on ne lui donne pas les aliments qui sont faits pour son système digestif, et qu'on l'empoisonne tous les jours gentiment, mais tous les jours un peu, dès que le corps humain a un peu plus d'énergie que celle dont il a besoin pour son rythme journalier, il l'utilise pour rétablir son équilibre, c'est-à-dire qu'il va essayer d'évacuer ce qui l'empoisonne. Et là, évidemment, ça va lui demander beaucoup d'énergie, on va être fatigué. S'il veut évacuer de l'acide urique, il va devoir faire fondre ces petits cristaux pour les faire passer dans le sang, les conduire au rein, jusque dans l'urine, et en fondant, l'acide va brûler les émergences nerveuses et créer la douleur ou augmenter la température du corps. Et si on élimine des résidus de sucre lent, j'en ai pas encore parlé, mais normalement, les sucres rapides, les fruits, sont les aliments qui donnent l'énergie à l'homme. Mais comme on n'avait plus de fruits, il y a des milliers d'années, on a cuit toutes les céréales, tous les féculents, mais le foie humain est incapable de digérer totalement et complètement les sucres lents. Et tous les sucres lents, gluten, pas gluten, ne peuvent pas être digérés totalement par le foie humain. Et chaque digestion, je devrais dire chaque indigestion de ces sucres lents, laisse ce qu'on mouche, ce qu'on crache. Toutes les viscosités, toutes les mucosités sont produites, ce sont des résidus de sucre lent. Et avec les bouillies de farine, avec les féculents, on a bien fait le peuple serviable et corvéable à merci, non? Ça veut dire que quand les cellules baignent dans ces viscosités, c'est comme si elles baignaient dans la colle. Elles sont ralenties, on devient peureux, on est plus confiant, on est timide, on a des angoisses. Et là, on va fabriquer tous les maux et toutes les maladies pénibles et gênantes et non douloureuses. Et avec l'acide urique, on a fabriqué toutes les colères, toutes les violences et toutes les maladies douloureuses. Mais quand on est malade, ça veut dire que notre corps cherche à rétablir sa santé et qu'il évacue les saletés qu'on a mis dedans. Alors ça veut dire quoi? Ou on le comprend, on l'aide, et on va l'aider à évacuer tout ce qu'il veut évacuer, qu'il voudrait bien évacuer, mais qu'étant donné qu'on a été vacciné, médicalisé, et qu'est-ce que le vaccin a fait? Mais il a empêché le système de défense d'éliminer les résidus dont l'enfant avait hérité avant de venir au monde, parce qu'on ne vient pas tout propre et tout pur. On vient avec un héritage génétique toxique, un héritage empoisonné. Et les maladies d'enfants sont faites pour expulser cet héritage. Et j'ai l'intention de faire un gros travail là-dessus, parce que quand je vois ce que l'on fait avec des maladies d'enfants bien soignées, eh bien on fait des handicapés à vie, des sourds-muets, des autistes en pagaille. Et on ne les fait pas, ils ne sont pas de naissance, ils le sont après des maladies bien soignées. C'est-à-dire que quand on soigne une maladie, on empêche le corps d'éliminer ses résidus. Donc tout ce qu'il ne peut pas mettre dans ses urines, dans ses selles, à travers la peau ou à travers l'oreille, des otites, tout ce qu'il ne peut pas éliminer, il va le refouler et l'enfermer dans ses humeurs. Et comme plus les cellules baignent dans un milieu empoisonné, plus elles marchent à l'envers et plus elles demandent, exigent le produit qui fabrique le poison dans lequel elles baignent. Donc on va se mettre à aimer exactement ce avec quoi on est empoisonné, on va en manger et on va s'empoisonner de plus en plus. Mais comme on a trouvé des médicaments
pour arrêter de souffrir momentanément, comme si on coupait le fil du téléphone des pompiers quand la maison brûle. Ok, les pompiers sont bien tranquilles. Le système cérébral, nerveux, ne sent pas la douleur. Mais ça n'empêche pas la maison de brûler, et ça n'empêche pas les dégâts de continuer à se faire. Oui, c'est une vraie révolution, en fait, ce dont vous parlez. C'est une remise en cause pratiquement totale du système médical et pharmaceutique. C'est une reformation. Une reformation. Il faut reformer parce qu'on a tout ce qu'il faut pour vivre en parfaite santé. Et depuis 60 ans, j'y travaille. Et quand je vois à l'heure actuelle, j'ai pas eu les résultats que j'ai. Au début, j'ai fait mon apprentissage. Mais à force de travailler, de comprendre, je sais maintenant que toutes les maladies sont guérissables. J'ai travaillé, le professeur Joyeux m'a demandé de lui envoyer tous les cancéreux qui venaient me voir. Pendant 26 ans. Et il m'a dit être à 100% d'accord avec mes méthodes. Et il m'a présenté un jour à un de ses confrères en disant « Ce n'est pas de la médecine douce qu'elle fait, c'est de la médecine fondamentale. Et nous devons travailler ensemble. » Et je pense qu'à l'heure actuelle, de nombreux médecins sont intéressés pour faire vraiment de la santé et rendre le monde heureux et en forme et créatif. Et c'est le but. Il y a plusieurs médecins déjà, et naturopathes et d'autres, et des gens qui en conscience veulent que le monde soit à son niveau. Ouais. On a tout, la nature nous a tout donné pour faire de notre vie un paradis. Et de la façon la plus simple. Quand je vois des cancéreux qui guérissent très bien, sans chimio. Quand je vois tous les dépressifs qui repartent. Quand je vois si je devais promener les enfants de parents dystériles que j'ai fait venir au monde, il me faudrait un bus. Ah parce que ces fameuses glaires, quand elles passent dans l'appareil génital, les femmes qui ont des pertes blanches, c'est quoi? Moi j'appelle ça un rhume de vagin. Et ces pertes blanches, ces viscosités, quand elles pénètrent dans les ovaires, quand elles pénètrent dans les glandes génitales de l'homme, elles le paralysent et on devient frigide, impuissant ou stérile. On nettoie les ovaires, on arrête de mettre des glaires, des sucres lents, on met des sucres vrais, des fruits dans l'alimentation. Et ça disparaît. Exactement. Martin Gray, sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils ont fait 3 semaines de jeûne tous les deux aux États-Unis. Vous savez qui est Martin Gray? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Eh bien, après cela, après les 3 semaines de jeûne et de nettoyage, ils ont pu avoir 4 enfants. Il a suffi cela. Hein? Il a Absolument. Suffi tout cela. Mais j'en ai fait combien? J'en ai fait venir. Et c'est pas la peine d'avoir des lives et des tas de trucs. Hein. Il suffit de nettoyer les ovaires, d'arrêter de manger des sucres lents, les remplacer par des sucres rapides, bien meilleurs et bien plus agréables. Ça correspond pas du tout à notre éducation. Ah, cher monsieur, j'ai été élevé comme vous. Ouais. Avec du café au lait, des tartines et des pommes de terre. Mais on m'appelait la grosse à ce moment-là, et on disait que j'étais neurasthénique. Ah bon? Et papa, qui n'était pas mon père, disait en parlant de moi, « Elle nous porte la guigne, celle-là. » Et il avait raison, parce que j'étais tellement mal, j'avais peur de tout, et comme la pensée crée, j'ai beaucoup admiré ce monsieur, qui n'était pas mon père, qui était papa, qui m'a donné son nom, mais il voyait clair. Et regardez tous les gens qui sont tristes, qui sont pas bien, ou qui sont colériques. Avec la colère et avec la timidité, on fait quoi? Tous les divorces, toutes les séparations. Parce que pour pouvoir se parler, pour pouvoir s'expliquer, il faut pouvoir se parler. Mais qu'un bon colloïdal, un bon mangeur de sucre lent, ben il est timide, il n'ose pas, il voudrait bien dire, mais il ne peut pas. Un colérique, mais il va dire n'importe quoi, n'importe quelle vacherie, 5 minutes après, il aura oublié. Mais le colloïdal, il aura bien encaissé. Puis comme lui, il va ruminer. Et ça y est, la rancune faisant, ça va être la guerre. Et d'élément en élément, on va créer des ruptures, des conflits et des guerres. Et c'est pourquoi je dis que le point de départ, le fameux péché originel,
à l'origine de toutes les misères de la terre, c'est la cuisson des aliments avec le feu de l'enfer. Carrément. Mais évidemment, évidemment, puisqu'en cuisant nos aliments, on détruit toute leur énergie. Faites cuire des graines, mettez-les dans la terre. Et si elles poussent, je viendrai en courant. Faites cuire des œufs durs, faites-les couver. Et on mange des aliments cuits et morts en permanence, sans énergie. Et ça, c'est le gros problème. Et comme la plupart des êtres humains sont nourris de cette façon, leurs petites cellules ne peuvent pas être reliées aux fréquences de la vie. C'est impossible. Et comme ils ne savent plus ce qu'ils ont à faire, comme ils n'ont plus accès aux véritables richesses, aux véritables valeurs de la vie, eh bien, ils vivent en basse fréquence, dans l'illusion la plus grande, et ils croient qu'avec l'argent, ils auront tout. Et ils font des affaires. Mais quand on fait des affaires, on ne fait pas ce qu'on a à faire. Et on marche à l'envers. Et le nombre de gens qui font des affaires et qui sont bien malheureux et bien malades, ma foi. Mais il faut savoir, mais ils ne sont pas non plus responsables. C'est tout un état. Il n'y a aucune critique. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, avec ce qu'il sait. Je pense que notre rôle, c'est d'informer et d'amener le maximum de personnes à cette conscience-là, à retrouver la conscience, à avoir accès à la conscience universelle, comme les animaux sauvages. Eux, quand il y a un tsunami ou un danger, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont prévenus, ils sont informés, et ils se sauvent avant. Nous, les hommes les plus intelligents, on reste dedans. Parce qu'on est en fréquence basse. Et l'histoire des ondes, les ondes, le monde, des monts à l'envers. Monde de monts. C'est l'intelligence à l'envers. Et avec l'intelligence à l'envers, on a fait toutes les souffrances, toutes les misères, ce que les religions ont appelé l'enfer. Ce qu'on a appelé le diable, c'est l'intelligence inversée. Mais il faut retrouver le bon sens et marcher à l'endroit. Parce que si on avait donné que de l'herbe et du foin aux vaches, c'est une image excellente. Ces pauvres bêtes n'auraient été ni malades et encore moins folles. Parce que l'acide urique produit par la digestion des farines carnées qu'on leur a mis, parce que si on leur avait donné à manger des poulets, des moutons, elles voulaient bien les regarder, elles n'étaient pas prêtes de les manger. Hein. Ah, ça c'est sûr. Mais comme on est très intelligent, on les a réduits en farine pour leur faire avaler, sans tenir compte de leur système digestif, qui est un système d'herbivores et qui ne pouvait pas digérer l'acide urique. Et ça, cet acide urique dans leur cerveau, ça fait exactement comme quand il y a trop d'électricité dans l'air. C'est la folie. Elles sont devenues folles. Ben oui. Ouais. À cause de la folie des hommes. Ben oui, mais c'est là où on est. On est dans ce non-sens. Et c'est de cela dont il faut sortir. Tout à fait, oui. Il faut sortir de cet enfer de souffrance, de privation, de frustration, alors qu'on a tout, mais simplement. C'est pour ça qu'on parle de démocratie éthique, parce qu'en fait, lorsqu'on baigne dans un système du monde des affaires, comme vous dites, on est en fréquence basse et on ne profite pas de la santé, de la joie de vivre, du bonheur, de l'épanouissement, de l'accomplissement de soi. Mais il est certain qu'à l'heure actuelle, bien soignés comme nous sommes, nous avons un cancer pour 3 personnes. 400 personnes par jour en France qui meurent de maladies cardiovasculaires, bien soignées. Des diabètes en pagaille, des obèses, des maladies de Lyme. Enfin, regardez, qui c'est qui n'est pas sous médicaments? Mais si on va contre les lois de la vie, forcément on va souffrir. La souffrance n'est là que pour nous ramener à l'ordre. Elle est là uniquement pour nous dire stop. C'est un voyant rouge qui s'allume pour dire stop, il y a quelque chose à modifier dans ta vie, dans ton comportement. Et ça commence, évidemment, par la pensée. C'est la pensée qui crée tout. Mais pour penser, il faut des cellules. Et quand les cellules sont bien oxygénées, bien nourries, elles pensent correctement. Alors il faut aller un peu au point de départ et remettre dans le corps, dans ce véhicule corps qu'on a pris à notre naissance pour faire le voyage de la vie, il faut le mettre le carburant
que son constructeur a prévu pour lui. Puis faire les vidanges et l'entretien qui s'imposent. Oui, à propos de vidange et d'entretien, en tant que militante du vivant, vous ne manquez pas d'humour, hein, parce que je vous ai entendu donner une définition du chef qui est vraiment très intéressante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chef pour vous? Bon, lorsque le corps a été créé, tous les systèmes voulaient être le chef. Le cerveau dit, c'est moi qui organise, c'est moi qui fais tout, c'est moi le chef. Le cœur dit, c'est moi qui sens, c'est moi qui guide, c'est moi qui sais où il faut aller, c'est moi le chef. Les mains disent, c'est nous qui travaillons pour pouvoir alimenter le personnage. Donc c'est nous les chefs, parce que si on ne travaille plus. Et les gens disent, c'est nous qui marchons, qui nous déplaçons, c'est nous les chefs. Tout le monde veut être le chef. Et oui, là-dessus, le trou du cul arrive. Et il dit, c'est moi le chef. Éclat de rire général, évidemment. Et le trou du cul se met en grève. Évidemment, il n'élimine plus rien, il fait plus rien. Le cerveau devient... Il n'y a plus rien qui marche bien. Et tout le monde supplie que ce soit le trou du cul, le chef. Parce que pour être un chef, c'est pas la peine d'être un cerveau. Comme tous les chefs, le trou du cul s'occupe de la merde. Mais cette histoire qui paraît... Elle est une réalité absolue. Oui. Parce que quand le corps avale, qu'il n'élimine pas les résidus de ce qu'il a digéré, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous ces résidus restent dans son corps, se décomposent, entrent en état de putréfaction et empoisonnent les liquides dans lesquels les cellules baignent. Et obligatoirement, on va être en fréquence basse. Et quand je vois qu'on ne tient pas compte de la constipation est la première maladie. Et un être constipé va forcément être mal. Faire une tête de constipé, ça veut tout dire. Oui, oui. J'ai une maman qui m'a appelé il y a quelque temps. Elle m'appelle en larmes. J'ai vu votre vidéo, je suis désespérée. Je suis végétarienne, j'allaite mon bébé. Et pourtant, il pleure toutes les nuits et le médecin l'a fait hospitaliser. Il est soigné pour un RGO, c'est-à-dire reflux gastrique œsophagien. Et je dis à cette maman, combien de fois votre petit bonhomme va à selle par jour? Par jour, elle me dit. Mais il y va pas une fois par semaine. Bon, j'ai dit alors dépêchez-vous de sortir de l'hôpital. Vous allez vous mettre à manger des fruits et des jus de légumes, rien d'autre, pendant un temps. Et puis, vous allez faire ça, ça, ça et ça. J'ai fait faire ce qu'il fallait au bébé, des petits lavements, des enveloppements d'huile de ricin. Et 2 mois après, elle venait avec son bébé dans les bras, qui allait à selle 2 fois par jour, qui dormait les nuits. Puis on a encore amélioré la situation. Et toute la famille est passée à l'alimentation vivante. Tout le monde va bien, ça fait une famille heureuse. Cette personne était directrice d'une maison de café. Elle a donné sa démission. Elle s'est fait inscrire à l'école de naturopathie. Elle m'a dit, vous avez sauvé mon bébé, je vais en faire autant. Je vais en sauver d'autres. Waouh, c'est magnifique, hein. Oui, mais des histoires comme ça, j'en ai plein. Alors la constipation, c'est ne pas éliminer les résidus des aliments que l'on a mangés, c'est ce qui va faire toutes les grandes maladies. Le docteur Vivini, qui est un médecin qui avait créé une clinique de jeûne dans les années 60. Ce médecin a été l'élève du docteur Berthollet, un médecin suisse qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle « Guérir par le jeûne ». Berthollet, B-E-R-T-H-O-L-E-T. Donc ce docteur Vivini avait créé une clinique de jeûne et il ne faisait pas que jeûner les gens, il les purgeait. Parce que le jeûne, c'est la technique majeure qu'utilisent tous les animaux. Quand un animal est blessé ou malade, il se met dans un coin, il ne bouge plus, il ne mange plus. Il laisse toute son énergie disponible pour que le corps l'utilise pour réparer et éliminer toutes les saletés qu'il veut éliminer. Et là,
il se lève 3, 4 jours, 10 jours, 15 jours après, et il est guéri. Tout à fait, oui. On avait un chien qui avait mangé un plateau de fromage que j'avais laissé sur la terrasse. Le lendemain matin, quand on s'est levé, le blanc des yeux était tout jaune, le blanc des yeux du chien. Il s'est mis dans un coin. Il n'a ni bu, ni mangé pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, mon mari me dit, on va le faire piquer, on va pas le laisser comme ça. J'ai dit, s'il te plaît, s'il doit mourir, il saura le faire tout seul. Laisse-le tranquille. Le 14e jour, il n'avait ni bu, ni mangé, ni bougé. Le chien s'est levé, le blanc des yeux était revenu tout blanc, il est allé boire au ruisseau et il était guéri. Ouais. Et le jeûne et la prière ont été les indications de toutes les religions. Le jeûne d'abord. Seulement, comme on a été vacciné, c'est-à-dire que grâce au vaccin, on a éteint, on a paralysé notre système de défense, qui ne peut plus éliminer les résidus dont l'enfant a hérité. Donc il n'est plus malade. On ne fait plus ces grandes maladies. On a vacciné contre la coqueluche et des gens qui mangeaient beaucoup de sucre lent, contre la petite vérole qui était la maladie acide de tous ceux qui avaient les moyens de manger de la viande. 2 générations après, on a fait quoi? La tuberculose et la poliomyélite, c'est-à-dire que l'excès d'acide a rongé les cavernes dans les poumons, les mucosités se sont déposées dedans, et ça a permis à un bacille qu'un dénommé coq allait découvrir de se développer et de se nourrir. Donc on a fait la tuberculose. On a fait quoi? Un vaccin contre la tuberculose. On a empêché le corps d'éliminer. Mais 2 générations après, on découvrait le sida, syndrome de déficit immunitaire acquis. C'est-à-dire que le corps ne peut plus éliminer ses résidus parce qu'il est paralysé. Et tous les VIH que j'ai eus, ce sont des gens très colloïdaux, les glaires, les viscosités. Et avec ça, on a fait toutes les maladies pénibles et non douloureuses, dont le sida. Récemment, j'ai eu 5 sida dans ma carrière. Tous s'en sont sortis très bien. Après 2, 3, 4 ans, une forme exceptionnelle, il n'y a plus de sida. Mais avec la trithérapie. Il n'y avait pas de trithérapie. Mais je viens d'en avoir un. Sa mère avait de l'asthme, lui en avait eu enfant, enfin il avait été traité. Et il était parti travailler à Los Angeles, il était artiste. Et quelque temps après, on découvre qu'il a le VIH. Et un taux viral assez important. Il avait refusé la trithérapie et il avait pris son sac à dos et il était parti au Maroc vivre comme un... Puis finir sa vie, il pensait qu'il allait. Et il voulait pas offrir sa déchéance à sa femme et à sa fille. Donc il était parti. Et quelques mois après, manger des oranges, des trucs, tout ce qu'il pouvait, il fait un abcès au genou. Il a eu la chance de rencontrer un vieux médecin marocain qui a fait sortir tout ce qui voulait sortir par l'abcès. Parce qu'avant qu'on soit vacciné, les gens faisaient énormément d'abcès. Depuis qu'on a été vacciné, on ne fait plus d'abcès, mais on fait des tumeurs en pagaille, des kystes. C'est des abcès pas mûrs. Le corps ne peut plus les éliminer suffisamment. Donc, il a sorti et il m'a dit, je me sentais tellement bien quand l'abcès a fini de couler, que je suis rentré en Suisse et j'ai retrouvé ma femme et ma fille. Et là, on était au mois de novembre, et ça s'était passé au printemps. Et puis il a remangé comme tout le monde, et les problèmes sont revenus. Et il me dit, je n'ai qu'une envie, c'est de repartir au Maroc. Ben, je dis, dépêchez-vous, prenez votre sac, et puis vous allez prendre, et je lui dis, quoi prendre en cas que chaque fois qu'il ne serait pas bien, c'est que son corps, que ce soit psychologiquement, physiquement ou émotionnellement, c'est que son corps cherchait à éliminer les résidus qui l'empoisonnaient. Et que là, il fallait le purger, l'aider à évacuer tout ça le plus vite possible. Donc il est parti avec l'huile de ricin, le chlorimagène, enfin avec mes techniques classiques. Et puis on en passe 2 ans, 3 ans, j'avais jamais eu de nouvelles de ce garçon. Et à la 4e année, je vais au salon de médecine naturelle à Lausanne, à Mednat, et je vois un grand barbu qui vient vers moi, le teint clair, les yeux brillants, joyeux,
Enfin, je vous retrouve. Je savais bien que je vous trouverais ici. Il faut que je vous dise, les examens prouvent que je n'ai plus de virus. C'est incroyable. C'est normal. On a nettoyé les humeurs. On a arrêté de les empoisonner. Donc, le VIH n'a plus rien à croûter, il s'en va. C'est aussi simple que ça. C'est difficile à croire, hein, dans notre système à nous. J'ai une petite image que je donne toujours dans les stages. Vous avez 2 poubelles, une toute propre, elle sort du magasin, puis une autre dans laquelle vous avez mis tout ce que on met généralement dans une poubelle et que vous n'avez pas nettoyé depuis 8 jours. Où vont les mouches? Elles font 3 petits tours sur la propre, puis elles vont casser la croûte dans celle où elles trouvent leur nourriture. C'est sûr, normal. Alors, médicalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a appris à analyser les mouches. La mouche verte, la mouche jaune, la mouche rouge. De quoi elle se nourrit? Comment on va la tuer? Moi, j'ai appris à nettoyer la poubelle et il n'y a plus de mouches. C'est une belle image, ça. Et on met des noms très savants. Sur les mouches. Sur les mouches. Jaune, verte, rouge, de quoi? Non, mais c'est tout à fait juste. Alors on a des très grands savants. Oui, c'est vrai. Ils étudient beaucoup de choses. Ils en mettent plein leur tête. Mais comme ils ne sont plus reliés, ils font ce qu'ils peuvent. Ils analysent tout ce qui ne va pas. Mais la solution, elle est où? Elle est de chercher à faire ce qui va bien. Et quand on fait ce qui va bien, on n'a plus de temps pour faire ce qui ne va pas, ni pour l'analyser. Un jour, c'est une petite histoire, un professeur voulait faire comprendre à ses élèves que Dieu était mauvais. Il dit, Dieu a créé le bien, donc Dieu est bon. Mais comme Dieu a créé le mal, Dieu est mauvais. Un élève demande la parole et dit, non, monsieur, non, professeur, Dieu n'a pas créé le mal est l'absence du bien. Comme le froid est l'absence de chaleur, comme l'obscurité est l'absence de lumière. Et cet élève, c'était Albert Einstein. Ah bon? Et comme la maladie est l'absence de santé. Parce que quand un corps veut se nettoyer pour rétablir son équilibre, il doit évacuer toutes les saletés qu'on a mis dedans en faisant mal à Dieu, en ne mangeant pas ce qui est fait pour notre corps. Donc quand il veut éliminer tout cela, ça lui demande énormément d'énergie, on est fatigué, c'est pénible si c'est des viscosités, c'est douloureux si c'est de l'acide urique, et on a mis des noms très savants de maladies sur tout ça. Et quand un malade sort d'un cabinet médical avec une maladie, il est malade. Et on lui a donné quoi à ce malade? Des prescriptions, des médicaments, une opération, mais on lui a pas dit pourquoi il était malade. Je veux dire que la faculté a appris aux médecins à éteindre les voyants rouges, sans jamais se demander pourquoi ils se sont allumés et comment modifier la raison pour laquelle ils sont allumés. Et c'est là où, à l'heure actuelle, il faut refaire une médecine de santé. Parce que quand je vois les dégâts que l'on fait en soignant les bébés de leur maladie d'enfant, qui veulent expulser tout l'héritage empoisonné avec lequel ils sont venus au monde, on les vaccine pour qu'ils ne le fassent pas, et on les médicalise, on les antibiotique dès qu'ils sont malades, et pourquoi faire? Et le vaccin, c'est une horreur, c'est vraiment diabolique. Le corps doit pouvoir éliminer tout seul ce qui l'empoisonne et qui le gêne. Et il faut l'aider. Et la véritable médecine, c'est d'aider le corps à évacuer tous ces résidus. Par les moyens les plus naturels. Mais il faut l'aider. Parce que ça lui demande énormément d'énergie. Et c'est là où il y a des techniques qui peuvent aider. L'acupuncture, le magnétisme, de la musique douce, des lavements, il y a des tas de choses à faire pour ça. Et il faut refaire une médecine qui va conjuguer tout ce qu'il est possible de conjuguer pour aider le malade à retrouver sa santé. Parce que pas plus qu'on ne combat l'obscurité ou le froid, mais qu'on met de la lumière ou de la chaleur,
je ne combats pas la maladie, je refais la santé. Le combat et la lutte sont des comportements de guerre qui ne peuvent faire que de nouvelles victimes. Et on n'a jamais fait la paix avec la guerre. C'est assez vrai, oui. Et en fait, j'imagine, avec tout ce que vous dites, que le fondement même de la naturopathie, c'est l'élimination. On est parlé du trou de balle, mais qui est le chef, mais en réalité, c'est une formidable vérité. Et c'est la vérité. Et il est certain que chaque fois que le corps peut se nettoyer, il va mieux. Et toutes les maladies, toutes les souffrances passent par là. Il faut nettoyer la poubelle. Absolument. Et pas chasser les mouches. Et quand on est emmerdé, il faut se démerder. Sur tous les plans. Emmerder, démerder, oui. Mais le langage populaire est le plus riche de tous les langages. Il ne suffit pas de mettre des meubles propres dans une maison sale pour qu'elle soit habitable, il faut aussi la nettoyer. Comme il ne suffit pas de donner à notre corps les aliments qui sont faits pour lui, il faut aussi nettoyer les humeurs, les liquides dans lesquels les cellules baignent, parce qu'on a des stocks importants de résidus toxiques et qu'on enferme avec des médicaments. Et dans le mot enfermer, il y a le mot enfer. Tout à fait, oui. Et là, on n'est pas bien tout le temps, et quand il y a trop de résidus dans les humeurs, ils pénètrent dans la cellule, soit ils déprogramment le cerveau, on fait un cancer, soit ils le sclérosent, on fait un diabète ou une sclérose en plaques, selon le cas. S'ils le paralysent, on fait un Parkinson, une autre paralysie. Ils le déconnectent, on fait une folie meurtrière ou suicidaire. Voilà ce qu'on fait. Alors vous pensez bien que, sachant ce que je sais, je ne peux pas me taire. Il faut simplement retrouver le bon sens, redonner à notre corps les aliments que la nature a prévus pour son système digestif. Nous sommes cueilleurs. Et on n'a jamais cuit, on n'est pas fait pour cuire. Aucune espèce sur la Terre ne cuit ses aliments, même au pôle Nord. Ils mangent du poisson cru. Ben oui, le carnivore, il est fait pour ça. Mais nous n'avons pas des reins carnivores. Oui, mais quand on habite au pôle Nord, on n'a pas des fruits, des légumes qui poussent dans le jardin. La vie au pôle Nord, elle est de 40 ans. Les statistiques sont... Très faibles. C'est très faible. L'homme est un animal tropical, disait Marcheseau, le père de la naturopathie. Et je crois que c'est vrai. On est fait pour se nourrir de fruits et... C'est vrai qu'on a beaucoup plus de plaisir de vivre au soleil que... Ah ben au soleil, et puis de manger une mangue ou un avocat ou un ananas, hein, selon. Alors sachant bien, et ça je tiens à le préciser, que devant un aliment végétal et cru, fait pour notre système digestif, nos cellules savent exactement de quoi elles ont besoin. Et qu'il est bien de manger tous les fruits que l'on aime le plus. Ne vous demandez pas ce qu'il y a dedans, vous n'en avez rien à faire. Les animaux sauvages ne le savent pas, eux ne se sont jamais trompés. Ils sont pas savants, mais ils savent. Devant un aliment cuisiné, transformé de quelque façon que ce soit, le corps va demander exactement le produit qui fabrique les poisons dans lesquels nos cellules baignent. Et là, on marche à l'envers. Comme un alcoolique aime l'alcool, un drogué aime la drogue. Certains aiment le pain, d'autres le fromage, d'autres la viande. Chacun aime, est attiré par un truc dont il n'a pas envie de se passer. Et c'est son plus grand poison. Alors il est bien certain que si vous étiez carnivore, ben vous pourriez aller tuer le bœuf, vous pourriez aller mordre dedans et manger votre entrecôte dans à même la chair du bœuf. Et avec les produits laitiers et les fromages, on a fait toutes les maladies douloureuses, toutes les arthrites, toutes les polyarthrites, toutes les coxarthroses, toutes les douleurs. Et le lait de vache que la nature a fait pour les veaux, tant qu'ils n'ont pas de dents, pour manger leur nourriture d'adultes. Quand ils ont des dents pour manger de l'herbe et du foin, leur sécrétion digestive s'adapte à cette nouvelle nourriture, ils ne peuvent plus digérer le lait de leur mère, qui d'ailleurs n'en a plus. Vrai ou faux? Ah oui, tout à fait vrai. Alors ce lait de vache, c'est riche en calcium, puisqu'il doit faire tripler le poids du veau en 3 mois.
Est-ce que les besoins psychologiques, émotionnels, spirituels, intellectuels du veau sont les mêmes que celui du petit homme? Pas vraiment, non. Alors ce fameux lait de vache, dans le système digestif humain, se transforme en une solution acide qui détruit notre calcium et nos minéraux. Et le plus grand des calcifiants, le plus grand fabricant de douleurs, c'est le lait de vache et les fromages et les yaourts. Ah bon? J'ai eu la connaissance d'un garçon dont le père était ingénieur chez Nestlé. Il avait les mains triplées de volume, sclérodermie, on devait lui couper les mains. C'était, Nelly le connaissait, elle me le présente. Et je dis, attends, avant de te couper les mains, on va peut-être essayer autre chose. Il a accepté de faire ce que je lui disais. Les mains ont dégonflé, il a fait beaucoup de crises d'élimination, parce que les maladies, elles sont faites pour guérir. Et les vieux japonais après, les maladies des crises guérisseuses. Ah oui. Une maladie, c'est une crise guérisseuse. Exactement, et c'est ça. C'est une crise d'élimination guérisseuse. Elle est là pour nettoyer le corps afin qu'il régénère. Mais quand on enlève, on empêche la maladie, le corps va dégénérer, obligatoirement. Donc ce garçon avait cette sclérodermie, 1 an après, c'était terminé, ses mains n'étaient pas tout à fait normales, mais il pouvait s'en servir, et il a continué, et il fait maintenant des purées d'amandes et des choses absolument merveilleuses. Il est en Suisse, je donne le nom, Marcus, pour ceux qui le connaissent. Et sur 4 enfants, les 2 filles ont eu un cancer, lui, sclérodermie, et son frère, crise de délire. 4 enfants nourris au yaourt. Ils ont mangé beaucoup des yaourts, m'a-t-il dit. Son père travaillait chez Nestlé, il les avait pour rien. Voilà, 4 enfants. 2 cancers, une sclérodermie, un délire. Mais regardez, tous les gens qui consomment beaucoup de fromage et de lait. J'ai vu 5 aveugles le devenir avant 50 ans. C'était de gros consommateurs de fromage, matin, midi et soir. Tous les acides gras que le corps ne pouvait pas éliminer et qui essayaient de trouver une voie d'évacuation par l'œil. Comme il calaminait la fine vascularisation de l'œil, c'était la cécité. Est-ce qu'il y a des médecins qui peuvent entendre votre discours? Oui, heureusement. J'ai le docteur Gacon, que j'ai rencontré il y a 25 ans, et qui après 2 mois de transformation m'a dit « mais c'est vous qui avez raison, je veux travailler avec vous ». Et qui a créé, qui est en train de créer, une oasis de santé au Maroc. Il a acheté 23 hectares de désert, dans le désert, et quand je suis allé voir ce terrain, je lui ai dit « mais vous faites quoi là, Cyril? Une oasis? Vous aviez trouvé le mot, une oasis de santé. » Et il m'a dit « vous n'allez pas partir avec ce que vous savez, hein, il faut former des thérapeutes. » Et il a irrigué pendant 3 ans, il a passé 15 jours par mois au Maroc, 15 jours, il est psychiatre à Montreux, il a partagé son temps, et ça va ouvrir l'année prochaine. Ah oui. 23 hectares d'une oasis de santé, où on pourra, les pieds par terre, cueillir, la tête dans les étoiles, et avoir tous les soins et tout l'environnement nécessaire pour apprendre. On va pas faire des thérapeutes tout de suite, mais on va apprendre à tous les gens qui viendront à refaire leur santé eux-mêmes, à être leurs propres médecins. Parce que quand les gens sont vivants, heureux, reliés, là, ils deviennent créateurs, co-créateurs de l'univers et de leur vie. Quand ils marchent à l'envers, ils deviennent autodestructeurs et destructeurs de l'univers et de leur vie, et de la vie en général. Alors ce n'est pas des affaires qu'il faut faire, c'est faire ce qu'on a à faire. C'est beau, et c'est tout à fait juste. Voilà. Mais on a tout pour faire de notre vie un paradis. Et de la façon la plus simple et la moins chère qui existe. Il faut très peu. Quand on mange des aliments vivants végétaux, il en faut 3 fois moins que quand ils sont cuits, même plus que ça. Avec 5 asperges, vous avez mangé. Vous les croquez, là, c'est délicieux. Vous les cuisez, il en faut au moins 1 livre.
Alors vous voyez, on n'a pas besoin de toute cette abondance stupide et destructrice. Il faut sortir de ça. On a tout ce qu'il faut pour créer un monde heureux, simple, créatif et où chacun va pouvoir, comme les cellules dans notre corps, travailler l'un par l'autre et l'un pour l'autre au service de l'ensemble, en même temps qu'au sien. Ça fait 60 ans que j'ai pas utilisé ma carte de sécurité, hein. 65. J'avais besoin de me reposer au printemps. J'ai fait une chute et je me suis cassé l'os du fémur. J'avais un plateau avec des desserts, je me suis pris les pieds. J'ai une bosse par là, une par là, j'étais cassé de partout. Eh bien, il a fallu qu'on refasse. Je n'existais plus. Et on m'a dit, mais j'ai dit, j'ai payé toute ma vie la cotisation. Mais comment vous n'existiez plus? On m'a dit que quand une personne n'utilise pas sa carte pendant 20 ans, c'est qu'elle est morte. Désolée, je suis vivante. Hein. On m'a refait ma carte. Spontanément, et j'ai été émerveillée de ça, mais je l'ai pas voulu. Je me suis mise à jeûner toute seule. Je n'ai plus envie de manger. Comme un animal. Exactement. Et j'ai été à la clinique, et le chirurgien, comme je voulais pas manger, le chirurgien est venu me voir en me disant, si vous ne mangez pas, Madame Grosjean, je ne peux pas vous opérer. Moi, je dis, écoutez, j'irai ailleurs, hein. Et puis, je dis, moi, mes maîtres, ce sont les animaux. Quand ils sont blessés ou malades, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à la diète, ils ne bougent plus, ils ne mangent plus. Et moi, ça s'est fait tout seul. Pendant 15 jours, je n'ai rien mangé. J'ai demandé un jour des fruits à la clinique. Il y avait un repas de fruits possible. Alors je me suis dit, comme j'ai de la visite toute la journée, je pourrais leur offrir des fruits. Alors quand j'ai vu le plateau de fruits arriver, ben, il y avait des petits pots, des paquets, mais il n'y avait pas de fruits. Tout était préparé. Ah oui. Non mais on va mal, hein. Ah oui, ça, le système, il est complètement à l'envers. Ah ben il est complètement à l'envers. Hein. Alors ce monde à l'envers, il faut en sortir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent en sortir. Ah oui, oui. Mais je pense que la masse critique est là. Et ça commence par le début. Le point de départ, c'est redonner à notre corps les aliments que la nature a prévus pour lui et tels qu'elle l'a prévu, c'est-à-dire végétaux et crus, et nettoyer notre corps chaque fois qu'il crie au secours. Et toutes les maladies du monde, ce n'est pas les microbes et les virus qui nous les ont donnés. Les microbes et les virus arrivent pour se régaler de toutes ces putréfactions que le corps veut éliminer, comme un animal en décomposition est bouffé par les asticots. S'il n'y a pas de décomposition, il n'y a pas d'asticots. Oui, tout à fait, oui. Irène Grosjean, comment vous sentez-vous là? Moi, très bien. Irène Grosjean, mais qui êtes-vous? Irène. Tout simplement. Et dans Irène, si vous mettez les mots dans les lettres dans un autre sens, vous écrirez rien. Mais je suis quoi? Une petite cellule de l'univers? Une petite goutte d'eau dans la mer? Qu'est-ce que je suis d'autre? Je suis venu en voyage sur cette terre. Je repartirai bientôt. On est quoi? On est tout et on n'est rien. Irène Grosjean, quelle est votre raison d'être sur cette planète? J'en sais rien. Rien. Je sais pas. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que je sens. Ce que vous sentez, c'est votre raison d'être. Ben, c'est quoi? C'est la mission, c'est soigner, c'est transmettre. Je pense que oui. Peut-être j'ai la chance de faire ce que je fais. Et je remercie la vie tous les jours de pouvoir le faire. Mais vous dites aussi que chaque être humain a une mission sur Terre. Je pense qu'on est tous faits pour quelque chose. On a tous quelque chose de particulier. Et il n'y a pas une personne plus importante que l'autre. On est tous complémentaires. Irène Grosjean, que faites-vous dans la vie? Ben, je suis en consultation au téléphone et en permanence avec des personnes en difficulté que j'aide, que je tente d'aider. Et ma foi, les résultats sont plus que positifs, donc j'en suis très heureuse. Et donc pour les aider, vous passez par le grand chef, vous les aidez à éliminer. Exactement. Déjà à nourrir correctement, à modifier leur état d'esprit, parce que là, il ne faut pas oublier non plus qu'on a des habitudes de penser, on est conditionné pour penser et voir tout ce qui ne va pas. Et comme la pensée crée tout ce que je crois, tout ce que je crains, je le crée. Donc il faut réapprendre à penser à ce que l'on souhaite, pas à ce que l'on craint. Qu'est-ce que j'apprends aux gens?
eh bien, à se nourrir correctement, à éliminer tout ce qu'ils peuvent de toxique, et puis à repenser et à vivre le plus heureusement possible. Et quel est votre objectif principal? Faire passer ce message au plus grand monde. D'accord. Et les résultats que vous espérez obtenir? Ben, le plus possible de gens heureux et en forme. Irène Grosjean, quel milieu fréquentez-vous? Quelle est sa culture ou les valeurs du milieu que vous fréquentez? Et c'est une vie plus vraie, plus heureuse. Parce que quand vous êtes bien dans votre tête, dans votre cœur, que vous avez un corps qui ne souffre pas, qui va bien, vous voulez quoi de plus? Moi, les vraies richesses, elles sont là. Et quand vous faites ce que vous avez à faire, mais vous êtes heureux de le faire, vous voulez quoi de plus? Et je pense que c'est ce que tout le monde cherche. C'est cet état qu'on a dit de sérénité, mais moi je vais confiante comme si j'avais mon père qui me tient par la main, qui me guide. C'est l'intelligence de la vie. Comme les animaux sauvages. C'est eux mes maîtres. Quel est votre point de vue sur le monde actuel? Que j'aimerais bien qu'il soit un peu plus heureux. Moins malade, moins souffrant, moins pessimiste. Que j'aimerais bien le voir passer au-dessus des nuages. Parce qu'en dessous, on n'y voit pas clair. Quand on est dans le brouillard, on n'y voit rien et on n'est pas bien. Mais dès qu'on passe, quand on prend l'avion, dans un aéroport où le ciel est tout gris, et quand on passe au-dessus, les nuages qui étaient tout noirs au-dessus, ils sont tout blancs en dessous, et il y a le soleil et la lumière, et la solution à tous les problèmes. Et c'est ça que je souhaite pour tout le monde. Passer au-dessus des nuages, et trouver la solution à tous les problèmes. La maladie n'existe pas, la pauvreté n'existe pas. Ce sont des états que nous nous sommes créés inconsciemment, parce que on est dans une grande ignorance de la beauté, de la merveille et des lois splendides de la vie. Quel est l'impact pour le changement social que vos formations peuvent avoir? Ben, plus il y aura de gens en bonne santé heureux, plus ils feront des gens heureux en bonne santé autour d'eux. Bien sûr, mais est-ce qu'il y a un impact mesurable déjà maintenant avec votre carrière? C'est une goutte d'eau dans la mer quand je vois le monde. Il est immense. Et je me rends bien compte que c'est une toute petite goutte d'eau. Mais c'est une semence. Et je pense que ça va proliférer. Après moi, sans doute. Mais il faut que ça sorte. Vous pouvez me parler des résultats les plus extraordinaires et peut-être aussi les choses qui ont les moins bien marché? Alors, toutes les maladies sont guérissables. Mais tous les malades ne le sont pas. Parce qu'il faut se responsabiliser, se prendre en main et faire. Ça ne se fait pas tout seul. Et parfois, il peut être trop tard. Si, quand une personne a été très médicalisée et que son système de défense est quasiment éteint, là, on ne peut plus rien. On ne peut que l'aimer, que l'aider à passer le cap. Et maintenant, dans les réussites les plus belles... C'est presque tous les jours. Et je suis tellement heureuse de ce que je fais et de voir ce qui se passe. Je vous ai montré hier soir un monsieur qui a eu 7 ans de chimiothérapie, 3 mois de coma artificiel, à qui on a enlevé un morceau d'intestin, mis une poche, que j'ai en traitement depuis quelques mois. Et vous avez vu hier soir comme il est rayonnant, comme il est beau. Oui, c'est vrai que j'ai vu une personne magnifique. Je vous jure que il y a 8 jours, vous auriez eu peur. Vous m'avez dit quelque chose de plus incroyable, c'est qu'en fait on lui a fait une poche pour évacuer. Oui. Et puis que son anus a refonctionné. Absolument. C'est incroyable. Comme si l'intelligence de son corps avait dit, cette poche-là, non mais tu te fous de moi, j'ai un anus et je m'en sers. Et c'est ça l'intelligence de la vie. Et je suis émerveillée tous les jours. Dans cette partie, nous allons parler de la démocratie éthique et j'aimerais bien avoir votre point de vue sur les petites présentations rapides, extrêmement rapides que je vais vous proposer. Alors la démocratie éthique, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une autre manière de penser.
une autre manière de penser le monde. Et c'est d'ailleurs ça rejoint très fort votre feuille, c'est que nous avons le choix. Tout à fait. Nous avons le choix, Le bon sens ou le non-sens. Tout simplement. Et notre système, actuellement, dans tous les domaines, et pas seulement dans celui de la santé, il est dans le non-sens. On marche à l'envers. On marche à l'envers. Du bon sens. Exactement. Et donc la démocratie éthique, c'est penser autrement pour aller c'est dans retrouver le bon sens. Retrouver ce bon sens. C'est exactement le but, l'intention Tout à fait. de la démocratie éthique. Tout à fait. Et alors, dans la démocratie éthique, il y a 5 piliers. C'est un peu théorique, mais ils sont essentiels. Il y a d'abord l'éthique. Quelle éthique? En fait, on parle dans la démocratie éthique d'une éthique de l'épanouissement et de l'accomplissement de soi. Donc l'idée, c'est de faire des choses qui permettent à l'être humain de souffrir comme une fleur s'ouvre à la vie. C'est l'éclosion. On a tout ce qu'il faut pour ça. Et cette éthique se conjugue aussi bien dans l'individu que dans le collectif. Dans la mesure, toutefois, où on est conscient de ces choses, et où on a des petites cellules qui sont reliées à des fréquences plus élevées. Tout à fait. Et à quoi est reliée cette éthique? Elle est reliée à la raison d'être de l'univers. C'est un postulat et ça rejoint parfaitement tout ce que vous dites. C'est qu'en fait, la raison d'être de l'univers, on peut la définir avec ses variantes évidemment, mais le postulat de base, c'est que la nature, l'énergie de vie, explore tous les possibles pour grandir en conscience. Pour améliorer en permanence tout ce qui vit, l'un par l'autre et l'un pour l'autre. Eh bien, c'est cette éthique-là qui est le guide. Et c'est pour ça qu'en démocratie éthique, on parle de pouvoir. Démos, c'est le peuple, mais c'est aussi le nombre. Hein. La démocratie, c'est souvent la dictature de la majorité. Quand un être n'a plus la maîtrise de lui-même, il a besoin d'avoir le pouvoir sur les autres. Si chacun était maître de lui-même, on n'a pas besoin de pouvoir. Aucun être n'est fait pour être dominé ou d'être dominé. Moi, je dirais, nous avons tous le pouvoir avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Mais dans la démocratie éthique, on considère que le guide suprême, c'est l'éthique. Ça n'est pas le peuple, c'est l'éthique. Moi, je dirais, c'est la conscience universelle. Oui, on peut l'appeler comme ça. On l'appelle comme on veut. Exactement. C'est une loi universelle, en fait. Ça touche tous les plans de l'être et de la vie. Il y a cette idée aussi de conscience, puisque c'est grandir en conscience perpétuellement. Mais si on prend simplement 3 niveaux de conscience, le premier, le plus normal, naturel au départ, c'est l'égocentrisme, qui dans sa déviance devient de l'égoïsme, mais un égocentrisme sain, c'est-à-dire se soigner, se respecter. Ah, mais je pense que la plus belle chose que chaque être peut offrir au monde, c'est être le mieux possible lui-même. Et ce n'est pas de l'égoïsme, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et plus on est bien, plus on donnera du bien. Plus on est mal, plus on donnera du mal. Le deuxième niveau de confiance que l'enfant a à partir du moment où il se rend compte qu'il n'est pas seul dans la vie, c'est papa-maman, c'est ce sentiment d'appartenance, c'est l'ethnocentrisme. Avec une déviance terrible. L'ethnocentrisme, c'est quoi? Je fais partie d'une communauté, d'une religion, mais le problème, c'est que si tu ne fais pas partie de mon groupe, t'es mon ennemi. Et ça, c'est la conscience ethnocentrique qui est tragique. Mais c'est une conscience à l'envers. Les extrémismes qu'on est en train de vivre, ils se passent partout. Hein. On parle de l'islamisme, du terrorisme, etc. C'est chaque fois du rejet et de la non-acceptation de l'autre. Dans la mesure où on est bien avec soi, on sera forcément bien avec l'autre. Le troisième niveau conscience, c'est le niveau conscience monde-centrique, c'est-à-dire que le centre, c'est pas son ego, son personnage. Le centre, c'est pas sa communauté, mais le centre, c'est le monde. C'est-à-dire l'idée que l'espèce est une et indivisible. Mais on est un dans l'univers. Ouais. Unique, uni. Un, uni. On est tous unis. Vers. Alors, passons au deuxième pilier.
Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle le retour à l'unité. On équilibre les polarités. Si on parle de politique, on va prendre le meilleur de ce qu'il y a à gauche et le meilleur de ce qu'il y a à droite pour faire quelque chose d'uni et pas rejeter l'un et rejeter l'autre. Il n'y a rien à rejeter. C'est de prendre le meilleur de tout. On ne rejette pas le froid, on met de la chaleur. On ne rejette pas l'obscurité, on met de la lumière. Et en même temps, on a besoin d'obscurité. Mais tout à fait. Un arbre magnifique se déploie dans la lumière, mais parce qu'il a des racines qui se déploient dans les ténèbres. Donc c'est toujours l'un et l'autre et pas l'un ou l'autre. Vous avez la naturopathie, vous avez la médecine allopathique, c'est pas l'un ou l'autre. Mais il existe également l'acupuncture, l'acupuncture, l'ostéopathie, il y a des tas de choses complémentaires. Et comme vous le disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas dans le rejet de la médecine allopathique. Non, elle peut aider merveilleusement bien. La naturopathie ne peut pas tout faire. Voilà. Et dans les cas d'urgence, j'ai parlé de cette petite leucémie, ni la médecine seule, ni la naturopathie seule n'aurait pu l'aider. À nous deux, on y est arrivé. C'est exactement ça le principe du retour à l'unité. Le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle la distance sacrée. Il y a une distance qui est infranchissable, inviolable entre l'individu et le collectif. Si l'individu prend le pouvoir sur le collectif, il détruit le collectif. Si le collectif prend le pouvoir sur l'individu, il détruit l'individu. Le communisme, par exemple, a donné tout pouvoir au collectif au détriment de l'individu. Et quand l'individu voulait penser et vivre par lui-même, on le mettait en prison dans des goulags, que sais-je. Ça a été pareil avec les religions il y a un certain temps. Et c'est en train de se passer avec le capitalisme, parce que là c'est le désastre à l'envers, c'est-à-dire que l'individu prend le pouvoir sur le collectif. Et donc un individu peut acheter une société et la détruire au détriment des gens qui y sont, mais peut polluer la planète, peu importe les règles du collectif. Et ça, c'est le capitalisme débridé. C'est pourquoi on revient au point de départ, en toutes circonstances. Il faut que l'homme soit bien avec lui-même et avec ce qu'il a créé. Et si chacun est bien avec lui-même et avec ce qu'il a créé, c'est forcément l'harmonie la plus parfaite. Quatrième pilier, c'est la communication vivante. C'est pas la chose la plus facile. Vous en avez déjà parlé beaucoup, de la communication vivante à travers les aliments. La communication entre les êtres, à travers les êtres, eh bien, elle est très simple. Et un bon colloïdal, un bon mangeur de féculents, timide, qui n'osera pas dire, il ne va pas pouvoir s'exprimer. Oui. Et un bon colérique mangeur de viande, il va dire n'importe quelle vacherie et 5 minutes après, il aura oublié. Et comment voulez-vous communiquer dans ces conditions-là? Et c'est la guerre, c'est la rupture. Alors le point de départ, il revient encore au point de départ. Que les humeurs soient propres, que les cellules soient alimentées correctement, et le colérique ne sera plus colérique, le peureux ne sera plus peureux ni timide, et on pourra parler pour s'expliquer. Parce que pour s'expliquer, il faut pouvoir parler. Mais il y a quand même des typologies, il y a les lymphatiques. Alors les typologies, il y a des caractères différents, il y a des tempéraments différents, on a toute une génétique derrière nous, c'est vrai. Mais dans la mesure où on change le point de départ, les choses se régularisent tout à fait bien. Donc ça c'est vraiment en fonction de l'alimentation, quoi. Oui, monsieur. C'est pas le bébé, enfin, je sais pas, il naît avec. Mais il a des tendances. Oui, une tendance. Il a des tendances. C'est ça. Mais selon comment il va être nourri, selon comment ses humeurs vont être nettoyées, eh ben, il va retrouver le bon sens et l'équilibre et l'harmonie dans son être et avec les autres. En communication vivante, on utilise deux types de processus. D'un côté, tout ce qui est empathique, je vais dire entre guillemets de tendance plutôt féminine, douce, l'écoute, la bienveillance, l'ouverture. Et puis on utilise aussi une partie plus masculine qui, elle, est plus liée au physique et à, aux arts martiaux. On fait bouger le corps parce que toute tension imprimée dans un corps,
C'est une émotion qui n'est pas exprimée, mais les tensions, elles ne sortent que par le physique, pas par le mental. Tout à fait, mais il faut conjuguer les deux. Il faut conjuguer les deux, donc c'est le retour à l'unité, donc il y a l'équilibre entre le féminin et le masculin, la communication empathique et la communication, entre guillemets, du guerrier pacifique. En démocratie éthique, on utilise les deux. Alors enfin, le cinquième pilier, c'est la gouvernance éthique. Ce sont les processus. Mais les processus en application. Par exemple, dès lors qu'il y a une société, une entreprise, on parle de raison d'être de la société, quelle est sa mission, sa raison d'être première, et il faut qu'elle soit en phase avec l'éthique de l'épanouissement. Donc si la raison d'être, c'est, voilà, moi j'ai une société avec comme raison d'être de soigner, de guérir et d'apporter le bonheur, la joie, formidable, c'est en relation avec l'éthique. Si la raison d'être de la société, c'est je veux faire un maximum d'argent, maximiser le profit des actionnaires, ça n'est pas l'éthique. Et je vendrai n'importe quoi pourvu que ce soit rentable. Exactement. Et je détruirai ma vie, celle de mes enfants, celle de la terre, mais c'est rentable, alors ça ira bien. C'est pour ça que la raison d'être de toute organisation, toute collectivité, toute entreprise, toute association doit être liée à cette raison d'être éthique de la vie, qui est celle des lois naturelles. Alors, dans la gouvernance éthique, en fait, on sépare le pouvoir de décision avec le pouvoir d'exécution. En gros, le pouvoir de décision, il est partagé à part égale. Donc on va demander aux gens qui sont impactés par une décision s'ils ont une objection. Et on va leur demander, s'ils ont une objection, de transformer l'objection en proposition pour améliorer la proposition. Et l'idée, c'est qu'au final, il n'y ait plus aucune objection. Tout le monde soit d'accord. Voilà, tout le monde se met d'accord, mais en partant de l'idée, non pas « est-ce que tu es d'accord ?» mais plutôt de l'idée, est-ce que tu ne peux pas vivre avec cette décision? Et donc ça permet à la personne de s'interroger, quelle est sa limite de tolérance, qu'est-ce qu'elle peut accepter, est-ce que c'est lié à une préférence, à un désir ou à une valeur? Et là, à ce moment-là, la personne s'engage naturellement dans un chemin de réflexion et aussi d'éclosion. Parce qu'elle va aussi prendre conscience des besoins des autres et vouloir peut-être les partager, etc. Donc il y a des processus où le pouvoir est absolument partagé d'une manière, j'ai envie de dire, absolue, puisque le but final c'est qu'il y ait zéro objection. Et comme l'objection a pour objectif d'être transformée en proposition, ce sont des processus créatifs. Et chacun devient co-créateur de la décision. C'est notre rôle. Nous sommes co-créateurs de l'univers. En même temps, dans la gouvernance éthique, il y a le pouvoir d'exécution. C'est-à-dire le pouvoir d'exécution, c'est que il y a une forme de hiérarchie, qui est un gros mot pour les gens qui ont été blessés, dans la hiérarchie de destruction et de démotivation, celle qu'on vit dans la plupart des systèmes actuels. Mais imaginons une caserne de pompiers, le but c'est d'acheter un nouveau camion de pompiers. On va réunir toutes les personnes impactées, donc ça veut dire le comptable qui va signer le chèque, les pompiers, les mécanos, la personne qui nettoie les camions ou l'atelier, etc. Et au final ils auront, avec le processus créatif de décision, choisi le camion. Mais lorsqu'on va aller au feu, il ne s'agit pas de se mettre en cercle et de discuter par où on va aller éteindre l'incendie. Là, il faut un commandant des pompiers, il faut quelqu'un qui donne des ordres, toi tu fais ci, ça, ça, ça et ça. Mais comme le pouvoir de décision est partagé, on a le pouvoir de démettre le chef. Comme on choisit un chef, on devient le chef du chef. Et en fait, il y a une espèce de communion entre je suis serviteur mais je suis décideur. Voilà. Et les choses se font naturellement. Exactement. Et elles se mettent en place et il n'y a pas de problème. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Alors, un autre processus, c'est le mode d'élection sans candidat. En gouvernance éthique, il n'y a pas de candidat. Il n'y a donc pas de lutte de pouvoir. Donc, et le vote, il est sans secret. Donc, on va dire, moi, je décide de choisir Jean comme responsable de ce projet.
il n'y a pas de lutte de pouvoir parce qu'il n'y a pas de Mais dans la mesure candidat. où, comme tout ce que l'on fait, et les meilleures affaires sont celles qui profitent à tout le monde, il faut que chacun trouve sa place et puisse. Et là, ça se fait tout seul. Et ça se fait tout seul. Mais en tout cas, lorsqu'on enlève les luttes de pouvoir, imaginez les budgets des campagnes électorales qui sont démentes. Si maintenant, en gouvernance éthique et en démocratie éthique, on préconise un système d'élection qui part de la base, de tous les quartiers, par petits groupes de 20 personnes, on va élire quelqu'un, et puis ces gens élus vont élire d'autres personnes et en fait vont créer une espèce de cellule qui grandit, mais aussi une souche avec une forme de hiérarchie, de la même manière que l'atome, la molécule, les cellules, les organes, le corps humain. Tout doit se faire naturellement. Tout se fait naturellement avec cette holarchie, c'est-à-dire un système de hiérarchie naturelle, de croissance et pas de destruction. On revient toujours dans le même principe. Exactement, exactement. Voilà, alors il y a des processus extrêmement pratiques, etc., dont on ne va pas parler maintenant dans le détail. Dans la démocratie éthique, il y a des propositions concrètes pour un nouveau programme politique, système politique, c'est-à-dire un nouveau système financier révolutionnaire, mais basé sur l'être humain. Vous savez, ici, le système financier, au départ, c'était l'or qui était la référence, c'est devenu le dollar, c'est-à-dire du vent, et les gens qui sont propriétaires du dollar, ça n'est pas les États-Unis d'Amérique, c'est une société privée qui appartient à 300 personnes. Alors, les véritables richesses, elles ne s'achètent pas. C'est-à-dire? Eh bien, les véritables richesses, c'est les richesses de la vie. Et quand on possède ces richesses de la vie, quand on a une vraie santé, quand on a une vraie conscience, on ne peut faire que ce qui est fait pour nous, qui nous rend heureux. Et si chacun en fait autant, il n'y a plus ce genre de problème. Ça n'existe pas. C'est vrai. Parce que l'argent, c'est bien. Il faut quand même pas oublier qu'on n'achète pas tout avec l'argent. Ça, c'est clair. On achète une maison, pas un foyer. On achète du sexe, mais pas l'amour. On achète des procès, mais pas la justice. On achète des médicaments, pas la santé. On achète des distractions, pas le bonheur. Et les vraies richesses, elles sont le lot de tous les gens qui respectent les lois de la vie. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent. L'argent est nécessaire, c'est un moyen. Et quand ce moyen sert la vie, il est béni et il arrive. Même beaucoup plus qu'on en a besoin souvent. Mais il va servir la vie. Alors c'est parfait. Mais si on ne sert pas la vie, on va être pauvre sur tous les plans. Et c'est pas la loi d'abondance. Non, ça c'est clair. La loi d'abondance, c'est quand on sert la vie. Et comme vous le dites, l'argent c'est bien, c'est un échange. C'est un échange. Mais à partir du moment où on donne une valeur à l'argent, oui, c'est-à-dire qu'on va faire de l'argent juste avec de l'argent, on part à l'envers. Et dans la démocratie éthique, on veut que ce moyen d'échange ne soit qu'un moyen d'échange. Et donc, par exemple, il n'est pas question de faire des intérêts. Des intérêts sur de l'argent, c'est un non-sens. Si vous mettez un lingot d'or dans un coffre-fort, vous revenez dans 10 ans, votre lingot d'or sera lingot d'or. Il n'aura pas des intérêts. Et il n'aura pas diminué non plus. Et dans la démocratie éthique, pour aller vite, on parle de ressources et de matières premières dépropriétisées, c'est-à-dire de quel droit est-ce qu'une espèce, en l'occurrence l'espèce humaine, pourrait devenir le propriétaire de l'eau, de l'air, de la nature, et de la vendre. Tout ça, ça marche à l'envers. C'est le diable qui dirige tout ça. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est l'intelligence inversée. Lisez ce que dit Steve Jobs avant de mourir sur son lit d'hôpital. Ça vous informera. Oui, il disait en l'occurrence que... qu'il a été très riche. Oui. Mais qu'il ne va rien emporter. Et qu'à 56 ans, quand il est en face de sa mort imminente, il se rend compte qu'il n'a pas vécu ce qu'il devait vivre. Alors les véritables richesses, elles sont là. Et il se rend compte qu'il ne les a pas vécues.
On parle en démocratie d'une économie libérée de la croissance. L'économie dans laquelle on est, elle est tellement folle que sans croissance, elle ne marche pas. Ce qui est une débilité absolue. Une véritable économie pourrait marcher. Et elle marche naturellement sans croissance. Tout à fait. On parle aussi d'une éducation au service de l'être. On parle des rituels qui structurent, qui sont laïques, qui sont pas religieux dans le sens formaté. Mais pour marquer les grands moments de l'existence, ça n'existe plus des moments d'initiation comme ça se faisait avant. On parle d'un service de contribution universelle qui est suivi d'un revenu universel. On parle de la transparence des médias, de la publicité pour une information éthique et pas orientée finance. On parle d'une médecine globale intégrative pour le bien-être et la santé. On parle d'une écologie évolutive mais aussi enrichie des nouvelles technologies. On parle des religions et des philosophies comme des moyens pour une finalité commune. Voilà, ça ce sont les quelques principes vers le programme de la démocratie éthique. Je pars juste d'un constat. Chaque grande crise financière s'est solutionnée tragiquement par la guerre. Crise de 74, guerre 14-18, crise de 1929, 70 millions de morts. C'est tous les gens à l'envers. Il n'y a jamais eu de bonne guerre. Ben, on est d'accord. C'est bien ce que je veux dire. Mais la crise de 2008, elle est plus grave que celle de 1929. Donc, qu'est-ce qui se prépare actuellement? Une troisième guerre mondiale. Et cette fois-ci, c'est pas 70 millions de morts, c'est des milliards de morts. Oui. Ça, c'est une évidence. Or, nous avons la chance de pouvoir faire autrement. Oui. Nous avons cette chance, mais pour ça, il faut agir. Il faut agir ensemble. Oui. Comme on sait que le pouvoir se trouve dans le monde de l'argent et uniquement dans celui-là, c'est évident. L'idée, c'est de prendre, à la place de faire la prise de la Bastille, comme on l'a fait en France, c'est de faire la prise de la Banque Centrale Européenne, de la déclarer Banque du peuple européen, que chaque personne devienne actionnaire à part égale de la banque, donc de ceux qui fabriquent la monnaie, et de créer un nouvel étalon monétaire, c'est-à-dire l'être humain. C'est-à-dire que la masse monétaire n'est plus créée par la spéculation, mais elle est créée à la naissance d'un individu. Chaque fois qu'un enfant vient au monde, on crée une masse monétaire qui permet de financer l'éducation dans l'épanouissement, qui permet de créer des infrastructures, etc. Donc ce n'est plus du vent qui est fait par un clic et par la spéculation, comme c'est le cas actuellement. Et à partir de là, on peut créer une économie qui ne dépend plus de croissance. On sait très bien qu'une croissance illimitée dans un monde fini, c'est de la folie absolue. Et c'est ce dans lequel on vit. Et donc l'idée, c'est que on crée après un service de contribution universelle. Chaque être humain offre, pendant une période de sa vie, des services, en échange de quoi il recevra un revenu universel. Voilà. Que pensez-vous de ce type de révolution pacifique, en sachant qu'il s'agit de faire une prise pacifique? Je souhaite qu'il se réalise. Mais je pense que pour réaliser ce genre de choses, il faut que les gens soient d'abord bien avec eux-mêmes. Et deviennent autonomes. C'est peut-être un rêve, une utopie. J'en suis bien consciente. Mais il est certain que dans le domaine inversé dans lequel on vit, ce n'est pas très facile de retrouver le bon sens. Non. Mais c'est beaucoup plus facile quand même que de continuer à subir le non-sens, à être malade et malheureux comme la plupart des gens le sont. Comme vous le dites pour l'individu, pour aller dans le bon sens, il faut faire une purge. Eh oui. Alors je suis toute prête à en purger quelques-uns. Alors commençons par nous-mêmes et faisons tout ce qu'il faut pour ça.